Give a little time for the child within you. Don't be afraid to be young and free. Run to the locks and throw away the key. Bonjour à tous et toutes, ça y est, les salles de cinéma ont réouvert. Cela dit, l'activité va redémarrer très lentement. C'est pourquoi je vais vous faire une dernière série de Corona Vlogus pendant les dernières semaines. Honnêtement, le seul prochain film qui sort en salle et qui m'intéresse, qui me donne envie de faire un vlog dessus et donc de reprendre les vlogs traditionnels, c'est le nouveau François Ozon qui sortira le 14 juillet, qui s'appelle Été 85. Et à partir de là, on recommencera à avoir des sorties un peu plus classiques. Et il y aura plus de gros films et de choses comme ça, donc on reprendra une activité normale par rapport aux vlogs habituels. Je ne sais pas si je vous referai occasionnellement des petits vlogs sur des films que j'ai déjà vus, ou sur des sorties VOD, ou sur des trucs dans ce genre-là, ou sur des séries. Je verrai bien, je vous fais pas de promesses, mais sait-on jamais. Peut-être que s'il y a un truc qui me donne envie d'en parler, je le ferai. Donc on va partir pour une dernière petite série de Corona Vlogus. On va commencer tout de suite avec Vivarium, qui est un des films que je devais faire avant la fermeture des salles, et qui ressort donc là pour leur réouverture. Parce que quoi de mieux pour retourner au cinéma après un confinement que d'aller voir un film avec deux personnages qui font tout pour essayer de sortir de chez eux, où ils sont enfermés. Et puis après, je vous ferai un vlog sur Artemis Fowl, qui aurait dû sortir et qui finalement a été redirigé vers Disney+, et sur la série Love Victor, qui est la suite du film Love Simon. La série est sortie sur Hulu, alors qu'elle devait sortir sur Disney+. Voilà, donc ce que je vais aborder dans ces derniers Corona Vlogus, avant qu'on reprenne une activité normale. Pour ce qui est de ce Corona Vlogus, si, nous allons parler de Vivarium, donc un film réalisé par Lorcan Finnegan, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler parce qu'il a fait que des courts-métrages jusque-là, c'est son premier long-métrage. Et ça pose ses couilles sur la table en termes de premier long-métrage tout de même, c'est pas n'importe quelle histoire, c'est pas n'importe quels acteurs, etc. Donc c'est plutôt une belle réalisation. Le scénario de Vivarium, c'est qu'un jeune couple qui souhaite acheter une maison pour s'installer, se rend dans une agence immobilière, rencontre un agent immobilier qui les amène dans une banlieue qui est en cours de construction, quasi finie d'être construite aux alentours de la ville, et les dépose dans la numéro 9. C'est une maison témoin, donc qui a été aménagée, et alors que le couple visite les pièces, il se rend compte que l'agent immobilier a disparu avec sa voiture et qu'il les a laissés sur place. Ils essayent de sortir et ils se rendent compte que, quelle que soit la direction qu'ils prennent, ils finissent toujours par revenir devant la porte de la maison numéro 9, qui est donc en principe leur maison, que donc ils ne peuvent pas sortir de cette banlieue. Et après quelques jours à recevoir par colis, dans des cartons, ils n'arrivent jamais à voir qui les livre, tout un tas de vivres pour pouvoir se nourrir normalement et rester en vie dans cette maison. Ils finissent un beau matin par recevoir dans un carton un bébé, avec pour indication sur le carton « Élevez l'enfant » et vous serez libéré. Ce film est un gros délire surréaliste. C'est assez space comme truc, c'est en bonne partie de métaphore, et je trouve qu'elle est vraiment menée d'une main de maître et que ça marche plutôt bien. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous conseiller ce film-là, parce que il y a beaucoup de ressorties de films qu'on a déjà vus, il y a beaucoup de trucs qui vont arriver. J'avais envie de trouver un truc un petit peu original et un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur ma chaîne. C'est d'abord et avant tout la métaphore la plus froide en particulier et la plus psychédélique, donc surréaliste surtout, qu'il m'était donné de voir sur la vie de famille. Le principe donc, c'est de faire de cette maison et de cet enfant tout le symbole de la vie de famille, la vie plan-plan qu'on est censé avoir en principe quand on commence à devenir adulte et qu'on commence à avoir un enfant. Ces jeunes parents qui voient leur vie radicalement changer, qui voient leur liberté individuelle être de plus en plus restreinte, parce qu'ils doivent s'occuper du gosse, parce qu'il y a tout un tas de choses à faire, qui voient leur vie leur échapper un petit peu. L'enfant est une chose qui les emprisonne, c'est une machine à cris et à stress, constamment, et il est défini que comme ça, quoi. Et de fait, il ne se développe que des relations de rancœur entre les parents et le gamin et les parents. Le gamin qui détruit également petit à petit l'entente entre les deux parents, puisque du coup il crée des tensions, il crée des conflits, et les deux parents n'ont pas forcément la même façon d'y répondre, notamment parce que le film revient sur ces deux clichés qui sont assez communs et d'expérience personnelle assez vraie, le cliché du père qui recherche le contrôle sur son monde et sur sa vie, etc., en s'occupant du jardin. Je sais pas combien d'entre vous ont eu des pères qui tondaient le gazon. C'est un gros cliché, le truc du père qui tond la pelouse tous les jours.
Ils disent donc dans ce film que c'est un moyen de garder le contrôle du coup sur le monde qui t'entoure, quand t'arrives pas à contrôler ta famille, quand t'arrives pas à contrôler ta vie, etc. Tu peux toujours contrôler ta pelouse et ton jardin. Et il y a du côté de la mère la question de l'instinct maternel qui fait que toute haine qu'elle éprouve pour ce gamin, au final, elle n'arrive pas à lui faire du mal, à se venger, etc., etc. Elle le voit quand même comme un gamin au bout d'un moment, quoi. Donc du coup, c'est une métaphore particulièrement sombre, pas tout à fait fausse non plus. Il y a des bases dans la réalité, mais c'est vrai que ça occulte complètement tous les aspects positifs de la famille pour ne montrer que les aspects absolument négatifs. Mais c'est aussi l'intérêt d'une métaphore, c'est de mettre l'accent sur un point plutôt qu'un autre. C'est également une métaphore globalement du rêve américain, devenu cauchemardesque du coup dans cette version-là à cause du coup de l'importance de la famille. L'Amérique est basée sur trois vertus entre guillemets de base: travail, famille et patrie. On a le personnage de l'agent immobilier qui n'est identifié et qui n'a de valeur et qui n'existe qu'à travers son travail, donc en tant qu'agent immobilier. On a la famille donc qui est au centre du truc, et la patrie c'est finalement la banlieue en fait, c'est la banlieue américaine qui en plus a un design typique de banlieue américaine. C'est vraiment toutes ces maisons qui sont exactement pareilles, qui sont faites exactement dans le même truc, avec le même jardin, le même truc de pelouse, le petit muret devant, etc. Donc c'est vraiment la définition même du rêve américain de cet environnement. Et le rêve américain aussi, donc, est vu et tourné de façon négative. Donc la famille, on a déjà vu en gros ce que c'était avec le premier point, mais on a du coup ici l'aspect américain, l'aspect banlieue, avec cet environnement qui est particulièrement surréaliste. T'as l'impression de voir une peinture de Magritte presque quand tu vois l'illustration de la banlieue avec toutes ces maisons qui sont exactement pareilles, dessinées de façon bien parfaite, bien lisse, bien droite, avec le revêtement dessus qui la rend bien verte. J'y reviendrai après à la couleur verte, mais du coup cet aspect vraiment bien lisse, bien répétitif, avec ce petit nuage qui est presque répété en tampon plusieurs fois. T'as l'impression que c'est le même nuage qui est partout, et ce nuage complètement absurde, tu sais, c'est le petit nuage, puis une grande zone de vide, et un petit nuage, et une grande zone de vide, et un petit nuage. Et il y a vraiment tout ce truc du coup qui a cet aspect vraiment peinture surréaliste, les environnements surréalistes que pouvaient créer les peintres, avec, je pense, une bonne inspiration de Magritte, ne serait-ce que par rapport à ce travail du ciel en général. Mais du coup, il y a déjà ça qui est extrêmement anxiogène et qui fait un commentaire aussi sur les États-Unis. C'est le côté bien cloisonné, bien propre, bien rangé de la banlieue, qui est bien répétitive, etc. Qu'on met parfois dans la brume pour apporter un petit côté éthéré à certaines scènes, mais qui du coup entretient aussi le côté un peu surréaliste du truc. Tu te demandes presque comment le climat arrive jusqu'ici, tellement t'as l'impression que ce truc est isolé du reste. Je crois qu'il doit jamais pleuvoir une seule fois de tout le film, alors qu'ils y vivent pendant un bon bout de temps dans la maison. Donc ouais, même le climat ajoute une espèce d'étrangeté, et quand d'un seul coup t'as de la brume le matin, tu te dis c'est presque encore plus angoissant que s'il y avait pas eu que si le climat était toujours resté le même en fait. Donc ça marche très bien, mais ce qui marche surtout, c'est ce travail des couleurs, notamment le travail du vert. Parce que le vert est partout dans ce film, le vert est la couleur angoissante par définition. C'est aussi la couleur de la nature, donc il y a un côté positif quelque part au vert. Mais en vérité, si tu cherches bien, la nature, c'est pas forcément un truc fondamentalement positif. C'est plutôt ambivalent, la nature. Il y a la loi de la jungle aussi dans la nature. Il n'y a pas que le fait que ce soit beau et qu'il y ait des plantes, etc. Et donc probablement à cause de ça, en partie, le vert, en général, a une connotation très angoissante. Dès qu'on veut te montrer quelqu'un d'un peu pas bien dans sa tête, etc., le vert va souvent être une couleur qui va l'entourer. Et c'est vrai que du coup, ça ajoute au côté ultra angoissant du film, parce que non seulement dans ces environnements qui sont beaucoup trop artificiels et trop propres, trop vides, trop rangés, trop parfaits et complètement inhumains du coup. C'est vrai, c'est ce côté, on dirait une maison de poupée, une maison témoin pour une agence immobilière où tu dis ouais c'est magnifique, mais c'est pas du tout vivable en fait. On peut pas vivre dans ce truc-là. Mais en plus du coup, t'as tous ces murs parfaitement lisses qui sont tous recouverts de vert. Et t'as souvent cette teinte qui arrive à trouver un moyen de se retrouver dans l'image quelque part dans le film. Donc ça travaille du coup particulièrement l'angoisse, notamment à travers ce code couleur et à travers du coup cet environnement en général qui est donc froid et figé et morne quoi. Et tu te dis pas que tu peux vivre là-dedans. Donc tout ça apporte à la critique à la fois du rêve américain et de la famille. C'est la critique le rêve américain, c'est un idéal qui est inaccessible et qui est stérile et qui est pas finalement très enviable. Et la famille, c'est peut-être pas le truc aussi génial qu'on vend à tout bout de champ. Ce qui est un point de vue très original. C'est bien évidemment sublimé encore une fois cet aspect trop propre,
trop parallèles, trop bien rangés, trop parfaits, etc. Par les cadres qui sont généralement extrêmement composés. T'as soit travailler les points de fuite, mais plutôt travailler les choses bien nettes, quoi. Toutes les lignes sont généralement bien parallèles. T'as pas trop de déformations dans les angles. Les volumes sont toujours présentés de façon extrêmement rigide. Mais du coup, ça fait des cadres qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils sont très bien cadrés, quoi. Ils sont très bien composés. Et on va, quand les personnages commencent à péter un câble, ou quand ils essayent de s'enfuir, quand ils font un truc, à ce moment-là, on va essayer d'aborder des angles qui sont un peu moins conventionnels. On va essayer de débuler la caméra, on va essayer de perdre un peu les repères, où est le haut, où est le bas, etc., etc. Et du coup, ça va se ressentir d'autant plus que le reste du film est extrêmement droit, calme, posé, rangé, etc., millimétré. Et donc des cadres plus audacieux quand ça devient plus intense. Et donc du coup, en parlant d'intensité, je voudrais finir en parlant des acteurs, parce que du coup, c'est aussi quelque chose qui est vachement intéressant quand t'as un environnement aussi stérile, aussi clinique, aussi froid, aussi inhumain. Avoir des personnages qui sont extrêmement vivants dedans, c'est au contraire, ça fait ressortir le contraste justement. Ça fait ressentir à quel point ils devraient pas être là, quoi, ils devraient pas vivre là-dedans. Et c'est vrai qu'ils ont tous les deux un côté très vrai, très nonchalant, et du coup leurs émotions sont toujours très palpables, quoi. Quand tu les vois se réveiller le matin, se brosser les dents complètement dépités devant leur miroir avec des cernes de 3 mètres de long et les yeux complètement fermés, etc. Ça montre bien du coup à quel point est-ce que cet environnement les atteint et les détruit, quoi. Alors que justement régulièrement tu peux les voir avoir des sautes d'humeur, ils vont se mettre à danser, ils vont se mettre à essayer d'oublier un peu la merde dans laquelle ils sont. Ça va être du coup vachement intéressant et très bien joué par les personnages. Quand ils vont commencer à avoir des conflits aussi, ça va être très intéressant. Ils ont vraiment tous les deux des performances qui sont très marquantes. Mais la dernière performance que je voudrais marquer, c'est du coup l'aspect travail et la critique de l'aspect travail. C'est le gamin et l'agent immobilier qui semblent du coup faire partie du même système, en gros. Et du coup, le système, lui, est très déshumanisé. Et le jeu de ces acteurs est ouf. Il y a les acteurs qui jouent le gamin, évidemment. Bon, le bébé, évidemment, il n'a pas une performance extraordinaire, mais le gamin, les petits gamins et le gamin ado, etc., ils ont des performances qui sont géniales parce qu'ils essayent absolument de reproduire ce qu'est le jeu de l'agent immobilier, qui lui est joué par Jonathan Harris. Et il a une façon de jouer qui est extraordinaire parce que ça rappellera peut-être à certains d'entre vous les aliens de Galaxy Quest. C'est vraiment ce personnage qui sait pas comment gérer les émotions humaines, qui sait quand est-ce qu'il est censé les afficher, mais qui sait pas comment est-ce qu'il doit les afficher, ou qu'il les affiche trop, ou qui fait de sourire qui n'a aucun sens. Et à chaque fois qu'il affiche une émotion, c'est la transition est beaucoup trop brusque, ou au contraire beaucoup trop lente, etc. Il y a une performance là-dedans qui est assez géniale, qui montre du coup une déshumanisation absolument totale, et donc quelque part donc une représentation du système. Et le gamin donc essaye lui aussi de récupérer ce genre de jeu. Et ça fait du coup des performances qui sont assez ouf. Je pense que ça doit être plus facile à jouer pour les gamins parce que du coup il y a quelque chose de beaucoup moins réaliste. Mais chaque émotion qu'il est censé jouer est vraiment bien tenue et bien jouée par tous les gamins. Et les changements d'émotion sont assez brusques. Et ils arrivent vraiment à super bien jouer tout ce qu'il a demandé. Et du coup le jeu de Jonathan Harris entre en choc et le jeu des gamins s'entrechoque avec le jeu beaucoup plus naturel et humain des parents et crée une dichotomie qui est vachement intéressante à l'écran. Bref, c'est un essai, une métaphore sur la question de la famille qui est vachement intéressante, vachement audacieuse, vachement provocatrice aussi, hein, parce que du coup ça prend un peu le point de vue inverse de tout ce qu'on a l'habitude de penser de la famille, etc. et de la banlieue ou du travail aux États-Unis en particulier. Nous les Français, c'est vrai qu'on est beaucoup moins fans de ce genre de trucs, mais le côté famille, il est présent à peu près partout dans le monde. Voilà, je vous encourage donc à aller voir Vivarium en salle. Et je vais donc pouvoir vous dire, pour la première fois depuis 2 mois et demi, 1 mois et demi, 2 mois, un truc dans ce genre-là, prenez soin de vous et allez voir des films. En respectant les distances de sécurité, en portant des masques, etc., etc. Il y a tout un tas de consignes de façon dans les cinémas à respecter, mais il y a tout un tas de films qui ressortent et il y a tout un tas de films étrangers qui ont d'habitude très peu d'attention et très peu de place pour être affichés, qui sont à l'écran en ce moment. Donc prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao.